à vous tous qui nous suivez depuis vos maisons et merci pour toutes les marques de sympathie et d'encouragement dont vous ne cessez de nous combler. Le gouvernement Sama Lukonde a fêté mercredi dernier ses 100 jours. Quel bilan retenir de cette première étape? 5e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et de Goma, baisse ou recrudescence de l'insécurité. Thierry Taïntunda, coordonnateur de la cellule de formation idéologique de l'Union pour la nation congolaise, Félix Kayembe, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce sont mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Avant d'entamer les sujets dont j'ai fait l'annonce en début d'émission, nous allons parler d'abord de ces manifestations des Quinois à l'encontre des Indiens et surtout de ce que les Quinois font devant les magasins des Indiens pour fustiger la mort d'un des nôtres, notre compatriote, Joël Shindani, qui a été retrouvé mort à Bangalore en Inde. Je ne sais pas pourquoi j'hésite comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, que dire de l'affaire Joël Shindani, cet étudiant congolais décédé à Bangalore? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, madame. D'entrée de jeu, je vous remercie pour m'avoir invité pour la toute première fois dans votre émission. Laisse quand même que je puisse penser aussi au cadre de l'INC qui me suivent maintenant, spécialement notre secrétaire général, M. Billy Kambale, mais aussi au président national de l'INC, qui est dans des difficultés terribles là où il est interné. En tout cas, tous mes sentiments de reconnaissance. Alors, par rapport à cette question, concernant notre compatriote qui est mort en Inde, en tout cas, c'est une énième provocation. Et je crois que les gouvernements congolais devraient de plus en plus être regardants. Parce qu'il n'est pas le premier Congolais à mourir dans de telles conditions en Inde. Oui, on se souvient de notre compatriote qui était décédé il y a quelques années. Exactement. Dont le corps même avait été mutilé. Et c'est toujours dans la même ville de Bangalore. Oui. Donc c'est une attitude que nous condamnons. Nous demandons vraiment à notre gouvernement de s'impliquer pour que justice soit faite. Et tout en présentant également les condoléances à la famille de notre concitoyen Joël. Oui. Nous condamnons également ce qui s'est fait parce que les Indiens qui sont venus ici ne sont pas nécessairement des responsables de la mort de notre compatriote en Inde. Nous condamnons, c'est vrai que nous pouvons manifester notre mécontentement, mais il y a une manière de le faire. Laissons ces problèmes aux autorités congolaises de les régler avec le gouvernement indien. Et ce sont quand même de s'en prendre au bien des Indiens qui sont ici à Kinshasa, qui sont innocents dans cette affaire. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Alors, Félix Kayembe, d'après l'ambassadeur indien en RDC qui a été convoqué par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, Joël Shindani n'a pas été molesté par la police, mais plutôt a succombé suite à un malaise après son arrestation en possession de drogue. Pourquoi la population quinoise n'y croit pas? La première des choses, je tiens à présenter toute ma compassion à la famille éprouvée. Et aussi, nous sommes de cœur avec cette famille, pas seulement la famille éprouvée, aussi bien les peuples congolais, parce qu'il s'agit de l'un de nos compatriotes qui est mort dans ces circonstances un peu douteuses, mauvaises, je vais dire. Mais ici, il faut dire une chose. L'ambassadeur ne peut que chercher à tirer les draps de ses côtés pour avoir la raison. Mais lorsque vous suivez de près, on vous dit que le monsieur est mort tout simplement parce qu'il a été molesté par certains Indiens. Nous condamnons cela. Nous pensons réellement que le pays, l'État congolais, doit faire un effort pour que nous puissions être respectés. Mais il faut dire que lorsque on vit ailleurs, l'État congolais n'a pas encore ce pouvoir de pour protéger. On protège les gens lorsque nous sommes sur le territoire congolais. Mais il y a une ambassade. Mais il y a l'ambassadeur là-bas. Oui. Mais ici, je vais tout simplement dire, les pouvoirs même des ambassadeurs sont limités. La protection des civils, de la population et de leurs biens, ça relève des attributions, bien entendu, du ministère de l'Intérieur et partout ailleurs. Mais nous disons aussi que ce qui s'est passé ici,
nous avions compris l'émotion, nous avions compris la colère qui a animé nos compatriotes, mais il faut faire la part des choses. Ce ne sont pas les Indiens d'ici qui ont tué un autre compatriote, mais plutôt il fallait se déplacer pour aller manifester notre mécontentement au niveau de l'ambassade de l'Inde, remettre même un mémorandum, un mémo, pour dire, écoutez, messieurs, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé de l'autre côté. Nous disons aussi que l'État congolais doit suivre de près pour que nous puissions avoir une lumière sur la mort de notre compatriote, parce que c'est la deuxième fois, vous vous en souviendrez, je crois il y a 2 ans passés, il y a une dame qui a été encore tuée là-bas par son mari. Un Indien, on a tué même l'enfant, si je me souviens bien. Donc nous ne pouvons pas être des cobayes pour les Indiens. Ce sont les gens avec qui on a une très bonne relation. Pourquoi? Parce que nous avons une ambassade ici, ils ont aussi une autre ambassade de l'autre côté. Nous demandons que la lumière soit faite dans cette affaire. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas prendre la décision aujourd'hui par les ministres des Affaires étrangères, par les ministres de l'Intérieur, par notre Premier ministre lui-même, cela peut encore se répéter demain ou dans un autre pays. On dira, écoutez, lorsque on met fin à la vie d'un Congolais, le pays ne réagit pas. Je vois même certains pays, dans des circonstances comme ça, on peut rappeler même l'ambassadeur pour dire, écoutez, comment ça s'est passé au moment où nous sommes en train de chercher la paix ici chez nous, à l'intérieur du pays, et on ne veut pas que l'on commence encore à tuer les gens de l'autre côté. En tout cas, nous condamnons ce qui s'est passé ici à Kinshasa, parce qu'on ne peut pas être juge parti, aller se faire justice, ce qui n'est pas une bonne chose, aller piller comme on a vu. Et nous demandons d'abord aussi pardon aux victimes des Indiens qui ont eu à perdre leurs biens. Mais, écoutez, c'est aussi le rôle de la police. Moi, je pense que nous devons avoir une police approximative de la population congolaise pour que ce qu'on a vécu ne puisse plus se répéter. Il faut protéger pas seulement les Congolais, mais aussi protéger les étrangers qui ont pris... Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà. À un certain point, comme à Ipen, par exemple, où ces manifestations-là ont été assez violentes, il y a la police maintenant qui a élu domicile devant ces magasins-là, et voilà, c'est pour juste protéger. Mais comme disait quelqu'un qui me disait dans un taxi, il dit oui, mais les biens qu'on est en train de saccager ne sont pas les biens des Indiens, ce sont les biens des Congolais, parce que derrière ces Indiens-là, il y a des actionnaires congolais, et voilà quoi. Même pas ça aussi, Madame Lilas. Les biens, comme le monsieur a dit, ce sont les biens des Congolais, mais il faut dire aussi, nous avons nos compatriotes qui travaillent dans les magasins des Indiens. Donc c'est vraiment un emploi. Mais cela ne donne pas droit que les gens puissent faire du n'importe quoi parce qu'on a pris la décision de rester dans un pays ou dans un autre. Êtes-vous, comme la plupart, d'avis que les Indiens ne font pas bon accueil? Vous l'avez dit que c'était une énième provocation, bon accueil de nos compatriotes de leur pays. Alors la question c'est pourquoi? C'est par racisme ou bien ce sont nos compatriotes à nous qui ne respectent pas les lois établies en Inde? Parce que quelque part il y a cette version de drogue, bon... Comment les enquêtes sont en cours pour voir si c'est vrai ou c'est faux, mais est-ce que c'est un problème de racisme ou c'est un problème de non-respect des lois établies? Moi, ce que je dirais, dès lors qu'il y a ce comportement que je considère comme un comportement récidiviste, moi je crois qu'il y a une part de responsabilité qui doit être établie. C'est vrai, je ne sais pas à qui est-ce que je dois donner raison. Est-ce que c'est les Congolais qui étaient fautifs? Est-ce que c'est la police? Mais du moins, je sais, telles que les images que j'ai vues sur les réseaux sociaux, si réellement ce sont des images vraies, vous verrez que même dans l'interpellation, dans la manifestation, des gens qui sont partis se révolter contre la mort de ces compatriotes, vous verrez en tout cas que ils ont été molestés sérieusement par la police. Donc, je ne crois pas que ce soit un Congolais qui est fautif à ce point, en attendant quand même qu'on puisse nous donner les enquêtes. Mais je crois que la police indienne est toujours... le comportement de la police indienne a toujours été décrié. Extrémiste. Et je crois que c'est un sentiment de haine, un sentiment de jalousie. Alors, ce que peut-être que nous pouvons faire, c'est que cette question soit traitée d'État à État.
pour que les choses soient mises au clair, qu'une fois que ce genre de comportement se répétera, donc il faudra qu'on nous applique la réciprocité. Quand on parle de réciprocité, ça veut dire qu'on tabasse là-bas, on tabasse ici? Non, il y a des mesures qu'on doit prendre parce que ça existe en diplomatie. Okay. Et c'est la diplomatie qui doit régler cette question. Une fois que notre compatriote tombera encore comme ça dans des conditions pareilles en Inde, il faudra que, s'il faut même rompre les relations avec l'Inde, il faudra le faire. Parce que je crois que nous en avons assez. Mais qui en sera perdant ou gagnant en cas de rupture? Il faut dire que la plupart des Congolais ici vont là-bas pas pour commercer, mais pour étudier. Donc, les Indiens aussi profitent. Oh, oui. Quand ils vont en Chine, c'est de l'argent qu'ils amènent. Pas en Chine, en Inde, c'est de l'argent qu'ils amènent. Les visas, les commerces qu'ils font là-bas, c'est de l'argent. Donc, il n'y a pas seulement que les Congolais qui profitent derrière ces voyages, ou tous ces mouvements que nous faisons. Les Indiens aussi en sont bénéficiaires. Donc, je crois que face aux intérêts des Congolais, nous ne pouvons pas tergiverser. Nous ne pouvons pas nous dire que nous allons perdre alors là où il y a les morts des Congolais. Non. Donc, un Congolais qui meurt, en tout cas, il est au-dessus par rapport à ses intérêts qu'il faut protéger. Merci beaucoup. Alors, Fedi, la dernière question. La population quinoise, comme je l'ai dit tout à l'heure, a manifesté au Grand Marché. À Victoire, encore hier, c'était chaud. A eu peine. Et les gouvernements central et provincial ont appelé la population au calme. Le gouverneur Gentilini Gombila a parlé. Il faut dire que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a aussi appelé la population au calme. Alors, d'après vous, quelle serait la bonne réplique à cette affaire pour calmer les esprits, pour que les Quinois ne s'enflamment plus? La bonne réplique, moi je pense que ça serait d'abord de faire un effort pour que la victime puisse être rétablie dans ses droits. C'est-à-dire la mort, ça ne soit pas une mort inutile, mais plutôt que les pays puissent s'impliquer. Et aussi suivre de près, voir si réellement la police indienne, ces peuples-là indiens, ont eu à tuer consciemment notre compatriote. Pourquoi pas rappeler notre ambassadeur ici au Congo pour que nous puissions fixer d'abord nos relations diplomatiques. Et à ce moment-là, voir si nous allons renouer ou pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les choses sont en train de changer. Il y a une mutation parce que le président de la République lui-même est proche de la population congolaise. Et quand on dit le président est proche de la population congolaise, ce n'est pas seulement pour les peuples qui vivent ici à Kinshasa ou au Congo, même les peuples qui sont ailleurs. Raison pour laquelle, lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, se déplace dans un pays étranger, il a toujours parlé combien avec les peuples congolais qui vivent ailleurs. Donc ici, moi, je souhaite à ce que notre ministre des Affaires étrangères puisse prendre langue avec le ministre des Affaires étrangères indien et aussi convoquer l'ambassadeur congolais qui est là-bas, de rentrer ici chez nous et que celui de l'Inde rentre chez eux pour que nous puissions voir clair dans ce qui se passe. Vous savez, sous d'autres cieux, lorsqu'il y a un président qui a perdu son compatriote, il y a des décisions qui se prennent pour qu'on puisse au moins faire respecter les pays. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'on se déplace, peut-être que pour les raisons d'études, pour les raisons de commerce, je ne sais pas, quelqu'un s'est dit je vais aller rester dans un pays ou dans un autre, et que la personne puisse trouver la mort. Même si il s'agissait bien entendu de la drogue, comme on est en train de dire. Je pense qu'il y a des peines qui sont dites pour celui qui a la drogue. Oui. Il ne faut pas que nous arrivions jusqu'à perdre un compatriote, tout simplement parce que celui-là aurait détenu de la drogue. Et aussi, cela doit être démontré si réellement la personne avait de la drogue. Donc nous ne pouvons jamais accepter cela, mais au peuple congolais... Surtout que les droits humains, ils ont toujours leur regard focus sur la politique congolaise pour dénoncer des cas de violence, des cas de non-respect des droits de l'homme, mais... Voilà, jusque-là, madame, vous mettez un peu de l'eau dans mon moulin. Jusque-là, je n'ai vu aucune organisation internationale, une ONG, dénoncer ce qui s'est passé là-bas. Mais contrairement
aux gens qui sont allés manifester un groupe d'individus, je ne sais pas, ils étaient à 30, 40 au Palais du Peuple. Aujourd'hui, matin, madame, je suivis toute une émission sur RFI où on est en train de parler, on a chassé, machin, droit de l'homme, mais je me demande la personne qui est décédée, parce que là-bas, personne n'est morte. La personne qui est décédée en Inde, je n'ai vu ni la RFI, ni France 24, ni TV5 parler de notre compatriote. Donc nous nous demandons à ce que la diplomatie soit appliquée à haut niveau et que la mémoire de notre compatriote soit honorée. Voilà, on va entrer dans le plat de résistance, comme on dit, hein, donc en gastronomie. Donc là, on va parler des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, équipe des guerriers ou la Warriors Team. Alors, mérite-t-il, d'après vous, cette dénomination, cette appellation? Bon, ce n'est que non. Warriors, ce n'est qu'un surnom d'ailleurs. Oui, mais est-ce qu'il y mérite? Bon, il mérite ou pas. Je crois qu'à un certain niveau, moi, j'estime que c'est une mentalité qui se sont mis. Parce que là, déjà, c'est une attitude de guerrier. Alors, il faudra être un vrai guerrier pour combattre les bons combats tels qu'on les dit. Alors, les 100 jours a été pour moi un aspect positif que j'ai retenu de ces 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée. Oui. C'est la mobilisation des recettes. Okay. La mobilisation des recettes, c'est un aspect positif parce que ça, c'est notre gouvernement. Nous, INC, nous sommes dans l'Union sacrée. Nous ne pouvons pas quand même dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Et surtout, moi personnellement, je crois que l'aspect mobilisation des recettes a été vraiment un point positif. Il faudra maintenant voir d'autres aspects parce que dans 100 jours, c'est vrai qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il y a néanmoins certaines choses qui restaient à faire, notamment les sociales. Parce que quand on a assez mobilisé, on nous a dit que nous avons dépassé les assignations budgétaires au niveau des régies financières. Il faudra que cela soit palpable au niveau social, au niveau de la vie des Congolais, dans les paniers de la ménagère. Alors, nous avons vu, au début, on nous a promis quand même, que le gouvernement nous a promis qu'on va réduire les billets d'avion, par exemple. On va réduire les prix des denrées alimentaires. Alors, ça reste les points négatifs que j'estime pour moi, que le gouvernement doit beaucoup fournir d'efforts pour qu'il puisse relever ces défis. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est le social du Congolais. Nous, Union Sacrée, ou bien Cash, nous avons un bilan à présenter en 2023. Alors, on ne va pas le présenter seulement en disant que nous avons mobilisé des recettes. Il faudra que nous ayons quand même quelque chose de palpable. Et les Congolais... Et pour vous, palpable, ça rime... Quelque chose de palpable, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie. Okay. Si je prends par exemple, vous voyez la grogne sociale qu'on a aujourd'hui, les médecins en grève, les infirmiers en grève, les agents par exemple des transports. Moi, je viens de l'IPN, au fin fond là-bas, à Sanamamba, mais j'ai peiné, il fallait me réveiller au moins à 6h, 7h pour que j'arrive ici. Donc, vous voyez, du fait qu'il y a cette grève, par exemple, au niveau des transports, ça a paralysé tout un système de transport. Et nous sommes vraiment bloqués, nous ne savons pas arriver à temps. Tout ça, ce sont les conditions sociales parce que le transport fait partie aussi du social. Il faut vraiment que le gouvernement puisse se donner à fond parce qu'en 2023, nous irons à la base pour solliciter les mandats du peuple. Il faudra que nous ayons quand même quelque chose à amener là-bas. Déjà cette question, c'est une question que je glisse comme ça. Quand vous irez à la base, ce serait pour solliciter le mandat en faveur de qui? Parce qu'en ce moment, on ne sait pas vous situez-vous, UNC, vous êtes dans l'Union sacrée, bien sûr, mais à vous entendre parler des fois dans les médias, on a l'impression que vous vous opposez même à cette Union sacrée dans laquelle vous êtes. Non, l'INC a toujours été un parti qui ne fait pas de l'hypocrisie. Quand il faut encourager, on encourage, même si nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous ne pouvons pas dire que tout est rose au sein de l'Union sacrée. Et surtout que lorsque les Congolais ont besoin de ça, que nous ne puissions pas le dire. Ceux qui pensent que parce qu'on fait des critiques, que nous sommes contre l'Union sacrée ou bien le chef de l'État, non, ils se trompent. Nous faisons des critiques constructives.
des critiques qui vont permettre à ce que nous puissions améliorer. La preuve en est que nous sommes là, nous avons aussi des ministres là-bas. Est-ce que nous épargnons nos ministres? Non. Ça veut dire que dans ce bilan que vous faites, vous incluez aussi... Y compris aussi les nôtres pour que nous puissions améliorer. Bien sûr. Parce que ces bilans, nous ne les faisons pas pour nous-mêmes, nous les faisons, ou soit nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour le peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui doit attendre les résultats de ce que nous faisons dans ces gouvernements. C'est pourquoi je dis que les conditions sociales vraiment n'ont pas été améliorées. Et puis l'autre aspect que je vais épingler... Oui, nous y allons petit à petit. Nous allons donner la parole au nouveau venu. C'est Maître David Estimé Dandala. Oui, vous êtes coordonnateur national du CPP. CPPC. CPP, c'est un parti allié à l'AFDC. CPP qui veut dire CPPC. Le Conseil patriotique et progressiste chrétien. Voilà, nous parlons des 100 jours du gouvernement Sama-Lukonde et on voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez de ces 100 jours-là, parce qu'il faut dire que il y a eu, dès leur nomination, des guerriers, il y a eu la proclamation de l'état de siège dans les provinces d'Outuri et de Goma, l'éruption du volcan Nyiragongo. Donc tout ça, vous pensez que ces événements doivent mitiger aussi, on doit en tenir compte lorsqu'on fait le bilan de ce... Je pense que ça constitue un tout. Et pour évaluer la performance de ces gouvernements, dans le délai de 100 jours, on doit inclure tout ça. Il est aussi évident que la situation du pays était tellement difficile que dans les 100 jours, on ne pouvait pas tout remonter. Mais il y a les aspects qui ont quand même essayé de bouger les lignes, entre autres sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Nous voyons que les histoires sont en train d'évoluer. Et sur le plan diplomatique, les histoires bougent. Mais nous insistons encore que ce n'est pas dans les 100 jours qu'on peut tout faire. Il y a les ministres, sur le plan de l'éducation, avec les ministres Mouaba, les histoires bougent. Il y a le ministre qui se distingue de gauche à droite, mais il y a aussi ceux qui ne se distinguent pas. Ils doivent encore fournir les efforts. Par exemple, on ne va pas citer des noms, mais dites-nous dans quel ministère vous avez l'impression que c'est de la léthargie, que rien ne bouge? Je vois par exemple au ministère des Sports, ça ne bouge pas. Je vois au ministère de l'Enseignement supérieur, ça ne bouge pas. Mais nous espérons que ça va bouger. Oui, mais quand même avec l'interdiction de la vente de syllabus, on peut dire que c'est un allègement pour les étudiants, bien que les professeurs réchillent encore par rapport à ça. Oui, c'est en pratique, oui. Mais est-ce que cette mesure est opportune? Cette mesure est appropriée? Cette mesure est d'application? Ce sont les questions auxquelles nous devons répondre avant d'émettre un jugement des valeurs. Ok. Félix Kayembe, la signature en un temps record d'un accord avec le Fonds monétaire international FMI qui doit ouvrir la voie à des réformes. Il n'y avait pas moyen que nous puissions faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsqu'il y a eu cette interruption avec l'FCC, on a fait appel à l'Union sacrée. Vous allez voir que les 100 jours d'abord de Sama-Lukonde et son équipe inaugurent un départ nouveau dans la gestion d'abord des finances publiques, et puis le pays devient vivable, si vous voulez. Ce que moi j'ai retenu, c'est quoi? Vous allez voir que le Premier ministre lui-même, avec le gouvernement, sont en parfaite bonne relation avec le président de la République. Et les deux chambres, le Sénat, l'Assemblée nationale, travaillent en harmonie avec le président de la République. Le président de la République travaille aussi en harmonie avec les deux chambres, aussi avec le gouvernement, ce qui n'était pas le cas la fois passée. Et ici où nous sommes en train de parler, il y a quand même de grands travaux qui sont effectués et on est en train de réaliser cela. Sans autant, peut-être que vous avez l'information, une délégation de la présidence de la République est descendue aujourd'hui en Mbuji-Mayi avec le directeur des cabinets adjoints du président de la République et les conseillers principaux, ou principaux si vous voulez, dont fait partie le conseiller principal David Moukeba-Kalengaï dans le cadre des infrastructures. Donc on veut lancer les travaux de Tchilé-Gelou dans les Grands Kasaï et ils vont quitter là-bas pour aller ailleurs. Donc quand vous regardez tout cela, madame, moi je me dis, il y a une avancée significative
lorsque le Premier ministre, par les billets bien entendu, du ministre de l'économie, prend langue avec la FEC, vous savez, la FEC c'est une puissance, c'est une force, prend langue avec la FEC pour que l'on puisse voir comment est-ce que l'on doit revoir les prix des produits surgelés à la baisse. Et c'est là, ils sont en négociation, ils sont presque même à la fin des négociations. Je pense d'ici peu, on doit voir les prix baisser. Lorsque les ministres de l'économie prennent langue avec les compagnies aériennes pour que l'on puisse encore revoir, bien entendu, les prix des billets à la baisse, pourtant, dans notre pays, madame, nous étions les seuls pays où les transports aériens coûtaient énormément cher. Vous allez voir avec Rwandair, c'est $340, Kinshasa et Kigali, aller-retour, mais ici, aller à Lubumbashi, c'était $380. Mais aujourd'hui, nous parlons, on nous dit aucun billet d'avion ne doit pas dépasser $200. Mais est-ce que c'est appliqué? Non, ça sera appliqué d'ici peu. Il fallait que l'on puisse harmoniser, qu'il y ait aussi les arrêtés qui doivent être signés pour que cela soit d'application. Pour ce qui est des réserves d'échange, madame, nous sommes arrivés au pouvoir, nous, avec nos compatriotes, on a trouvé 800 millions de dollars dans les trésors publics. Le président de la République lui-même s'est dit, écoutez, nous devons faire un effort pour que nous puissions avoir une économie stable. Aujourd'hui, nous parlons avec le ministre Nicolas Kazadi, avec la Banque centrale, on est à 3 milliards de dollars. Et donc, ça nous donne quand même l'espoir pour dire la bonne gestion des finances publiques, c'est que je reviens maintenant à votre question, madame. Si le FMI a renoué avec la République démocratique du Congo en termes, bien entendu, de crédits, c'est parce que l'on s'est rendu compte que la gestion des finances publiques est orthodoxe. Moi, j'ai parlé sur la gestion des crédits au deuxième cycle, mon mémoire. Je disais, on ne peut jamais donner du crédit à une firme, à une entreprise, à une personne, lorsque la personne n'est pas fiable, ou soit les activités de l'entreprise ne sont pas rentables. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, avec les FMI, c'est parce que l'on s'est rendu compte que nous sommes à même de rendre les services financiers et être capables aussi de rembourser. Parce que les problèmes, ce n'est pas de prendre les crédits, mais les problèmes, c'est dans les délais de rembourser les crédits. Lorsque les crédits ne sont pas remboursés, cela entraîne les annuités ou les intérêts et vous allez arriver à un montant exorbitant. Je vais rencontrer, avant de citer madame, monsieur Thierry, par rapport au social de la population congolaise. Vous savez, nous avons 3 milliards de dollars, mais pour un pays, nous sommes encore dans une zone rouge. Moi-même, j'ai eu à m'entretenir avec un conseiller au ministère des Finances par rapport à la question financière. La vision du ministre Nicolas Kazadi, c'est d'atteindre au moins 10 milliards de dollars. Et lorsque vous avez 10 milliards de dollars, vous pouvez injecter sur les marchés 3 milliards de dollars pour acheter d'abord les francs. Et quand vous avez les francs, à ce moment-là, il y a moyen que l'on puisse revoir encore les taux des dollars à la baisse et stabiliser l'économie, ou soit les taux si vous voulez. Et à ce moment-là, on doit faire aussi un effort pour que l'on puisse acheter des choses et mettre cela sur les marchés. Vous allez voir qu'il y aura la concurrence. Et quand il y a la concurrence sur les marchés, directement, personne n'aura pas le monopole pour dire « moi je vais imposer les prix ». Aujourd'hui, si nous avons un problème sérieux en ce qui concerne les sociales, c'est parce que les opérateurs économiques ont les monopoles, bien entendu, du marché. Et quand ils ont le monopole du marché, ils nous imposent les prix. Mais quand l'État congolais doit prendre cela en main, vous allez voir qu'il y aura la concurrence sur le marché. Et quand il y a la concurrence, les prix seront discutables. Et le social du peuple sera au rendez-vous. Nous nous rappelons à l'époque, quand nous grandissions, il y avait Daipen, hein, ou avec les poulets. Tout à fait. Je vous signale, madame Lilas, en Bouchima, où nous parlons, il y a Daipen. Dans les Bas-Congo, il y a aussi cette vision de Daipen et dans les Grands Katanga. Mais aussi, il faut dire, avec comment on appelle, Bukangalonzo, avec Kanyamaka CC, avec une Kwadi en Bouchima, c'est pour répondre aux questions, bien entendu, du social. Merci. Alors, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a dit que ces 100 jours, c'était comme une boussole, comme un tableau de bord, disons plutôt un tableau de bord, pour voir maintenant quels étaient les points sur lesquels il faut attaquer. Moi, je me pose la question, c'est si on parle des 100 jours qui sont passés comme ça, qui étaient juste comme
bon, on va dire paraphrasé comme un ballon d'essai. Ce n'est pas une perte de temps? Bon, surtout que les élections sont en train d'approcher, que tout le peuple regarde. C'est pas une perte de temps, c'est pas une perte de temps. Parce que 1000 commence par 1, commence par 2, commence par 100. Il y a des indicateurs qui devraient être quand même vérifiables dans les 100 jours qui allaient nous montrer que réellement nous avançons, nous sommes sur les bonnes avancées. Donc je répète encore que, en tout cas, les 100 jours a été une fondation. La fondation a été posée, les jalons ont été posés pour que nous puissions avancer jusqu'en 2023, où nous aurons à faire un bilan de tout un quinquennat. Alors, les problèmes, moi je reviens toujours sur les problèmes du social. La question n'est pas d'injecter quand même tout ce que nous mobilisons, mais produisons à l'interne. Si nous produisons à l'interne, tout ce que nous sommes en train de subir aussi sera élagué. Mais pourquoi nous ne produisons pas, justement? Nous ne produisons pas, on se demande, ça a toujours été une question que je me pose du jour au jour. Est-ce que c'est un manque de vision? Est-ce que c'est parce qu'il y a les gens qui profitent derrière ces Indo-Pakistanais, par exemple, qui amènent des choses, qui achètent des histoires à l'extérieur pour aller venir les injecter sur le marché congolais? Je me demande, parce que dans un pays comme la RDC, il est vraiment inconcevable que autant de lacs que nous avons, autant nous avons les fleuves, l'océan, que nous puissions manquer ne fût-ce qu'un bateau de pêche ou des bateaux de pêche. Est-ce que comment ça s'explique, même si nous avons ces milliards? Nous pouvons mobiliser ces milliards, mais la question est de produire à l'interne. Avec des milliers de terres arables que nous avons, nous sommes même incapables de produire le maïs, les haricots, les patates douces. Non. C'est pourquoi, si je dois empiéter déjà sur le deuxième sujet, c'est pourquoi à l'est, par exemple, de la RDC, nous avons besoin de la sécurité, la stabilité. Donc, l'insécurité qui déstabilise toute une couche sociale ne permet pas à ce que la population puisse produire. Parce que... Mais à Kinshasa, on peut produire. C'est pas à Kinshasa, c'est une zone de consommation. Pourquoi? Si je dois le dire. Mais pourquoi, une zone justement? de consommation par rapport à l'Est. Parce que, regardez, vas-y à 80 km de Kinshasa, vous allez voir des étendues vierges qui ne sont pas exploitées. Mais quand vous quittez, par exemple, les Goma, allez à 80 km du centre-ville de Goma, vous allez voir que les paradigmes ont changé. Vous constaterez qu'il y a réellement une population qui est au travail, qui se met au travail. Et Kinshasa aujourd'hui est nourrie par les haricots qui viennent de Goma. Alors, quoi de plus normal, par exemple, si ce coin est stable, s'il n'y a pas d'insécurité, cette population va plus produire et nourrir peut-être Kinshasa, qui n'a pas vocation peut-être de produire, même s'il y a aussi une façon de produire. Kinshasa, déjà à l'interne, nous produisons par exemple les légumes. Oui. C'est déjà une bonne chose. Ce sont déjà des... Mais à quelle échelle, c'est ça le problème? À quelle échelle? Mais je ne crois pas que par exemple nous importons les matembe, les bitekuteko, je ne crois pas. Ça c'est un aspect. La question est de moderniser tout ce que nous faisons, les faire à grande échelle, pour que ça puisse au moins couvrir tous les besoins des Congolais. Nous n'avons pas besoin d'acheter les produits surgelés à l'extérieur. Non, non. Puisque oui, parce que nous avons, vous parlez de Kinshasa comme une zone de consommation, mais nous remarquons aussi qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent dans l'agriculture, qui se lancent dans l'élevage, qui ont leur petit poulailler. C'est peut-être, on va dire, un manque de financement qui ne leur permet pas et d'encadrement aussi. D'encadrement aussi, qui ne permet pas de faire des choses à grandes échelles. Le savon, par exemple, nous avons dans des églises aujourd'hui, dans des ONG, des dames, des messieurs qui apprennent comment faire des produits ménagers, des savons, tout ça. Mais si on y mettait du cœur et de la conscience, je pense, comme M. Félix dit, de l'encadrement, je pense qu'on pourrait même produire même notre propre savon au lieu de tout le temps l'acheter chez les Indo-Pakistanais ou chez les Chinois. Tout ce qui se fait, ce sont des initiatives individuelles. Ouais. L'initiative doit être publique, ou ça doit être une politique publique. C'est-à-dire que si même l'État pouvait mettre une usine de fabrication de savon, une pêcherie moderne, comme par exemple l'initiative de la coopérative que nous venons de voir le chef de l'État lancer à Kinkolé. Oui. Si on peut multiplier autant d'initiatives comme ça, au lieu qu'on se limite seulement sur les initiatives individuelles, ça allait
produire. Regarde par exemple la pâtisserie, la boulangerie à côté ici. Oui, c'est justement tout est alors c'est importé. C'est ça le problème, parce que qui sont les détenteurs de cette boulangerie par exemple? Ce sont les étrangers. Ils peuvent faire tout. Même le savon dont nous parlons, oui, qui sont produits localement, ce sont parce des que étrangers. nous avons les capacités. Les produits cosmétiques alimentés, ce sont des étrangers. Nous avons les potentiels, nous avons la capacité. Oui. Toutes ces initiatives devraient être relevées de la politique publique. Madame, et non juste les initiatives une minute. individuelles isolées par des ONG. Oui. Je voulais dire ceci. Par rapport à ça, moi je pense que l'État congolais doit faire un effort pour que nous puissions avoir une banque de crédit. Dans des pays développés, il y a des banques de crédit agricoles, je vais dire, pour qu'une personne qui vient présenter un projet, que la personne soit financée. Mais ici, chez nous, nous avons les FPI. Malheureusement, avec les FPI, il y a des visages où on accepte et des visages qu'on n'accepte pas. Mais aussi, les jeunes ou la jeunesse de la République démocratique du Congo doit apprendre à initier des projets, à mener ces projets au niveau des FPI. Si le projet est rentable et accepté, on va financer. À ce niveau-là, je pense qu'on doit créer aussi une classe moyenne. Déjà, vous parlez mais il y a un moment, il y avait une banque ici, hein, maître. Vous vous rappelez de cette banque qui existe toujours, je ne citerai pas le nom. Une banque qui octroie des crédits à des particuliers. Ouais. Mais justement, le problème aussi, on déplore avec le Congolais, le Pour Quinois. rembourser, ça pose problème. Non, quand il prend un crédit, on va dire, de $600, par exemple, le minimum, le $600, qu'est-ce qu'il fait? C'est il regarde d'abord dans sa maison. Ah, je n'ai pas une grande télévision. J'achète une télé, je n'ai pas des choses dans mon congélateur, il y a tout ça aussi. Bon, n'empêche, maître, 100 jours de formation de cabinet, pourquoi? Comment les ministres payent les membres de leur cabinet, les conseillers et tout? Dans les 100 jours, effectivement, il y a les ministres qui étaient trop prudents, parce que quand vous êtes nouvellement nommé dans un ministère, vous n'êtes pas obligé de chambouler tout le monde au risque de mettre les novices dans les postes de responsabilité qui ne vont pas vous aider. Alors c'est pourquoi moi je ne vois pas le mal pour les ministres qui n'ont pas encore formé les cabinets, qui travaillent avec les membres du cabinet qui sont laissés par leurs prédécesseurs. C'est pour l'intérêt de la République et c'est comme ça que la gestion orthodoxe même de la chose publique oblige. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a si on peut coter les ministres. Non, si on peut coter l'action de ces 100 jours, nous, à notre niveau, nous cotons positivement. Nous cotons positivement et nous comptons que avec la réalité qu'ils ont eu à palper, ils vont orienter leurs énergies pour apporter la solution aux desiderata de la population. Il y a de quoi espérer. Félix Aimé, que demande le peuple congolais au gouvernement? Samalou Kondé, parlez-moi parlez à la caméra en tant que peuple congolais. C'est vrai, vous parlez de réserve de chance, tous ces mots là qui sonnent lourdement à l'oreille, mais la maman qui vous regarde, qui vous dit que naï nazoliate, banana bazo tanga na gratuité bien sûr, mais transport passe et tout ça. Que demande le peuple congolais? Merci Madame Lilas. Avant de répondre à la question, je tiens à dire l'état des sièges qui a été décrété par le président de la République fait partie aussi des 100 jours. Et vous allez voir que de l'autre côté, on a sensiblement diminué, bien entendu, les tueries. Donc, il y a quand même un espoir et nous croyons certainement, lorsque nous allons avancer, il y aura de la paix. Que demandent les peuples congolais, madame? Les peuples congolais demandent le social. Les peuples congolais demandent la sécurité. Les peuples congolais demandent la santé. Les peuples congolais demandent à ce que nous puissions avoir de la paix. Moi, je pense que c'est bien beau que nous puissions parler des Français ici, réserves stratégiques et autres, mais si cela n'arrive pas dans des casseroles de maman manager et autres, ça poserait problème. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit, nous qui sommes des l'IDPS, étant donné que nous sommes un parti de gauche, de la social-démocratie, nous sommes en train de voir d'abord la population congolaise, les slogans même de l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Nous avions toujours milité à ce que le peuple congolais puisse se sentir heureux dans son pays tout en mangeant. Madame, nous avons un pays qui est tellement riche. Mais quel paradoxe lorsque nous rencontrons les peuples les plus pauvres du monde. J'ai eu la chance d'être à Mweneditu, Mbujimaï, Chikapa, Kananga, jusqu'à Kikwiti. En tout cas, madame, vous avez de larmes aux yeux.
Ici, les gens croient comme si les Congo c'est Kinshasa, mais Congo n'est pas Kinshasa. Arrivez dans des villages où je vous ai cité, dans des villes où je vous ai cité, vous allez trouver une maison qui n'a pas une porte. La maman prend, je ne sais pas, un pagne déjà usé. C'est ce pagne-là qui fait de la porte de la maison. Les gens n'ont pas d'huile. Pourtant, nous avons des palmiers ici. Les gens n'ont pas les savons. Les gens n'ont pas des choses à manger. Et moi, je me dis, il faut que les gouvernements puissent vraiment jeter un coup d'œil dans ce qui est du social. C'est bien beau de parler tout ce que nous pouvons parler ici, le projet, le CAP 2033, CAP 2040, le développement, la révolution, mais ce que les peuples congolais demandent, c'est à manger. Ces peuples-ci ne demandent pas beaucoup de choses. Il y a les peuples qui ne demandent même pas le pouvoir. Il n'a jamais rêvé d'être président de la République un jour. Il n'a jamais rêvé d'être DG. Il n'a jamais rêvé d'être ministre ou bourgmestre. Tout ce que lui préfère, c'est manger, faire manger ses enfants, scolariser ses enfants, point barre. Et donc, nous qui avions accepté de faire la politique, je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions mettre nos intérêts de côté et voir d'abord l'intérêt national comme Félix Tshisekedi, que j'appelle le produit fini de la population congolaise est en train de faire, afin que chaque personne qui a un pouvoir dans ces pays, à son niveau, puisse exercer cela, madame. Mais ici, il y a aussi un paradoxe notoire. Quand vous regardez, les gens voient que c'est le président de la République qui doit tout faire, c'est le premier ministre ou le gouvernement. Si souvent, nous ignorons, madame, les gouverneurs. Vous savez, les gouverneurs qui gèrent les provinces ont aussi un rôle très pondérant, un rôle très important dans la gestion du pays. Ce sont des petits présidents dans les provinces. Ces gens-là doivent travailler. Vous avez des terres arabes, vous avez des eaux, vous avez... Quelle est la politique du développement d'une province à une autre? Quelle est la politique de la sécurité alimentaire dans sa province à lui? Est-ce que les gouverneurs pensent comme cela? Moi, je me dis, nous avons un problème sérieux avec ce qui s'est passé. C'est un problème d'homme, hein? C'est un problème d'homme. J'ai aimé l'atelier ou la conférence sur le leadership, l'efficacité que le président de la République a initié IAP avec les membres du gouvernement, mais je demande aussi au Premier ministre, ou soit au ministre de l'Intérieur, parce qu'il faut dire que les provinces dépendent du ministre de l'Intérieur, sont aussi des moments forts où les gouverneurs des provinces doivent passer et aussi créer une feuille de route. Moi, j'ai toujours plairé. Dans mes tribunes, je demande au président de la République, oui, c'est bien beau, les gens sont nommés, les gouverneurs sont élus, maintenant les tableaux de bord, l'évaluation. Nous devons avoir un temps où on doit évaluer l'action de chaque gouverneur, de chaque ministre, de chaque DG. Et c'est lui qui n'accomplit pas sa mission. Et c'est lui qui n'accomplit pas sa mission, on les met de côté. Je ne peux pas comprendre, il y a certaines personnes qui sont là, qui sont vraiment responsables des provinces, mais qui ne sont pas redevables par rapport vis-à-vis des peuples congolais. Nous demandons cette fois-ci, personne n'est actionnaire à la République démocratique du Congo. Nous tous, nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité. Et quand vous avez en charge de la gestion, je ne sais pas, d'une entité, d'une province, d'une entreprise, soyez en sûr qu'il y a des gens qui vous contrôlent et vous devez rendre le résultat. Le peuple congolais n'a plus besoin des élections de 2023. Non, il a besoin des personnes. Les peuples congolais n'ont plus besoin, je ne sais pas, d'être ministre et DG. Le peuple congolais a besoin de son foufou le matin, de son foufou à 12 h et son enfant à l'école et la sécurité, oui, c'est le plus important. Il y a aussi une question. Pourquoi est-ce que, c'est même dans votre slogan, le peuple d'abord, pourquoi est-ce qu'on doit réduire le social du Congolais au manger? Ça, c'est un truc qui m'a toujours dépassé. Alors que dans d'autres pays, c'est vrai qu'il y a le manger, mais nous voyons les infrastructures, nous voyons une ville développée. Là, vous avez parlé de certaines provinces comme le Kasaï oriental, où lorsqu'on y va, on voit que c'est un grand village, en fait. Tout à fait. Mais justement, quand il n'y a pas de développement des infrastructures, pourquoi est-ce qu'on doit toujours... Non, madame, je pense que par rapport à la question que vous aviez posée, aujourd'hui, où nous parlons, il y a ce qu'on appelle les projets Tshilé-Gelou. Les projets Tshilé-Gelou, c'est pour les infrastructures, c'est pour les infrastructures modernes, c'est toute l'étendue de la République. Mais je chute en disant, madame Lilas, vous ne pouvez pas offrir des grandes choses en termes du social en dehors du manger lorsqu'un peuple a faim. Les peuples demandent d'abord Boukari, Nshima, Foufou. C'est tout ce que les peuples demandent. Avant de penser à autre chose.
Monsieur Thierry Taïtounda, on va commencer avec vous. Cette 5e prorogation de l'état de siège, une décision qui a été prise lors de la visioconférence tenue par le Sénat. 78 sur 80 sénateurs ont voté pour. Quelle évaluation faites-vous de cet état de siège qui a été décrété pour la première fois il y a 6 mois? Bon, permettez-moi, madame, que je puisse revenir un tout petit peu sur la question que tu viens de poser. Sur le Samalou Condé Par rapport au social. Oui. Le social n'est pas seulement le manger. Oui. Le social, c'est un tout. C'est un tout. Alors, il faut tenir compte de tout ce qui cadre, même l'éducation, c'est le social. Bien sûr. Même les salaires qu'il faut payer, c'est le social. Les soins de santé, c'est le social. Donc, c'est tout ce qui concourt au bien-être du Congolais ou bien de la population. C'est ça le social. Alors, par rapport à la 5e prorogation oui. de l'état de siège à l'Est, nous avons dit, quand le chef de l'État avait décrété cet état de siège, moi je suis de ceux qui avaient dit que l'état de siège devrait être étendu d'abord sur 9 provinces, selon moi. Lesquelles? Alors, il devrait y avoir, excepté la Chopo, il devrait y avoir Bazouele, Otouele, Ituri. Il devrait y avoir les 3 provinces du Kivu, c'est-à-dire Nord-Sud et Maniema. Et puis, on devrait prendre 3 provinces du Grand Katanga, c'est-à-dire Tanganyika, Olomami et Haut-Katanga. Pourquoi, madame? Je m'explique. Parce que, par exemple, on décrète l'état de siège au Nord Kivu. Nord Kivu est à la frontière avec l'Ituri, les Sud Kivu et les Maniema. Facilement, quelqu'un qui est à Walikale, dans un territoire de Walikale, peut traverser la frontière et aller se cacher vers les Sud Kivu ou soit vers les Maniema, ou soit vers les Chopo. Et il va attendre à ce que l'état de siège finisse pour revenir encore dans ses anciennes habitudes. Alors, j'estime que cette question, en tout cas, je soutiens la demande des députés du Nord et du Sud Kivu, de l'Est en général, qui ont voulu d'abord qu'on puisse faire l'évaluation de ces 5 autres étapes. Ces 4 autres. 4 étapes parcourues. Pour qu'on évalue, parce qu'il ne faut pas que les gens se cachent derrière la question de sécurité d'État. Non. Ils sont les représentants du peuple, ils ont droit au chapitre, ils doivent savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, c'est d'évaluer d'abord les chemins déjà parcourus, où est-ce que nous en sommes, où allons-nous encore. Et je salue d'ailleurs les travaux qui ont été ouverts hier à ce sujet, dont un éminent député de l'IN est en train de conduire la commission. En tout cas, j'ai entendu que le ministre et le chef d'état-major étaient là hier, pour que ces débuts de l'évaluation continue. En même temps, l'état de siège c'est pour éradiquer tout ce que nous connaissons à l'Est. Mais néanmoins, moi, je reste réservé sur cette question. Baisse ou recrudescence? En tout cas, je crois qu'il y a mi-figue, mi-raisin. Je ne vois pas vraiment une nette évolution telle qu'on s'attendait. Parce que pas plus tard que la population de Ouicha, c'est vers les Beni là-bas réclamé avant-hier colère, donne une formation accélérée pour qu'eux-mêmes prennent la relève. Parce qu'ils ont, apparemment, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Il n'y a pas grand-chose qui s'est fait par rapport à l'amélioration de la sécurité. Par rapport aux attentes, les résultats ne sont pas vraiment palpables. C'est pourquoi la population a exigé qu'on leur forme d'une manière accélérée, qu'on leur dote des armes pour qu'eux-mêmes... Mais ça, c'est dangereux. Ça, c'est parmi... ça, c'est un ras-le-bol, si je peux le dire. Oui, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Et puis, le bavure que nous sommes en train de constater du jour au jour, pas plus tard hier. Hier, si vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport de Goma entre des officiers. Quand est-ce que les gens on ne sait pas qui est-ce qui était à la base des... J'ai l'impression que c'est même un challenge ces derniers temps. Ouais. J'ai encore vu une vidéo, je crois toujours à l'Est, là où il y avait un civil qui a battu je ne sais pas si c'est un challenge bêta policier ou quelque chose comme ça. Alors, parce que les policiers ne portaient pas de masques. Ce sont des vidéos réelles. Il y a une réalité qu'on nous informe ici à Kinshasa et une réalité qui se vit à l'Est là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des bavures. Oui. Et l'autre élément qui va renforcer ce que j'ai dit, c'est la descente de l'inspection générale. Parce qu'on a constaté que les généraux ou bien les officiers qui sont sur terrain, ils ne se soucient pas nécessairement, même si je salue quand même les efforts,
Mais il y a d'autres qui ne se soucient pas réellement de la mission qui leur a été dotée. Donc vous pensez qu'il y en a qui ne travaillent pas comme il faut? Ils ne travaillent pas convenablement et tel qu'on attendait. Ils se mettent peut-être à détourner même les soldes de ces militaires qui sont dans la forêt en train de combattre l'ennemi. Alors, ça, ce sont des problèmes réels. Ça montre que ce sont des gens qui n'ont pas de soucis pour cette population qui est meurtrière chaque jour. Plus de 7 ans que cette population est en train de souffrir. Ça fait trop. Alors, nous estimons que la population de ces coins n'a pas besoin même de tout ce que nous faisons ici à Kinshasa, les gouvernements, les bilans. Non, non, ils ont seulement besoin de la paix. Que ça finisse. Que ça finisse et ils vont se mettre au travail parce que c'est déjà une population travailleuse. Oui. Donc, ils vont se mettre au travail pour qu'ils puissent produire et nourrir. Et d'ailleurs, c'est un facteur de développement. La stabilité, c'est un facteur de développement. Bien sûr. Maître estimé, David estimé, déjà baisse ou recrudescence selon vous? Je dois avouer que la situation de l'Est du pays, c'est une situation très catastrophique qui n'a pas débuté hier. C'est depuis 1994 que cette situation a commencé. Il s'est vu aussi que nos compatriotes congolais, surtout ceux vivant à l'est du pays, se sont comportés comme les microbes saprophytes qui commençaient à marchander sur la mort de leurs frères pour avoir du lucre. Et ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi, c'est une raison pour nous de soutenir tout ce qu'il y a comme vision d'imposer la paix à l'est du pays à tout prix. C'est pourquoi nous remarquons qu'il y a quand même un changement majeur et positif, bien que nos compatriotes, surtout de l'Est, et aussi nos militaires, se sont quelquefois, ils ont excellé dans le comportement antipatriotique en détournant les soldes des militaires et aussi en gonflant le nombre des effectifs et plus grave aussi, en vendant même les munitions à l'adversaire. C'est pas possible. Et cela fait que les problèmes du Congo, c'est d'abord la corruption qui a élu domicile dans la conscience, dans les subconscients des Congolais. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut se défaire un jour de cette racine-là, cette racine du mal, de cette épine-là, de cette corruption? On peut un jour conjuguer ça au passé. Il est question de doter la justice de moyens et de la politique de lutte contre la corruption. Vous verrez que ces fléaux sera conjugué au passé. Maître, c'est pas plutôt une question de civisme, une question on va dire, qu'on puisse prêcher aux Congolais le bien, comme à l'église on prêche la sanctification. On ne prêchera pas le bien aux Congolais sans fouet. C'est pourquoi nous avons fait référence à la justice qui doit faire son travail des sanctions, sanctionner tout celui qui commet les infractions, surtout l'infraction de corruption. Et les corrupteurs et les corrompus doivent être châtiés. Et devant ces fléaux de corruption, on doit se défaire de costumes politiques. Éviter le fait que quand quelqu'un est interpellé parce qu'il y a soupçon sérieux de culpabilité sur le fait de corruption, que les jeunes gens manipulés de son coin viennent, non, nous ressortissants de nos marchands. Tout ça, ça doit être conjugué au passé. On doit oublier ça si on veut aider ces pays à se relever. Et aussi, si vous remarquez, s'il faut revenir sur l'aspect sécuritaire à l'Est, si vous regardez depuis le début de l'état de siège, nos députés de l'Est sont hostiles à l'état de siège. Et c'est là où nous nous posons la question de savoir pourquoi vos élus qui sont tués, maltraités, et quand l'État se dit, nous voulons imposer la sécurité, et vous dites, non, nous ne voulons pas. Donc, cette fois-ci, ils ont quand même demandé une évaluation. Ont-ils raison de le faire ou pas? Ils ont raison de le faire en tant que députés, représentants du peuple. Mais ça ne doit pas tenir des discours
qui tend à soulever la population contre la force publique et un discours qui tend à fragiliser, à démoraliser les éléments qui sont au front. Quand un député déjà dit, non, depuis que ça commence, nous ne voyons rien, c'est pour nous, on doit lever ça. Et est-ce que ce discours-là, c'est un discours qui tend à apaiser la situation ou à envenimer? Nous pensons humblement que nos députés doivent agir en responsables pour aider la République à relever ces grands défis. Félix Kayembe, l'état de siège a permis de mettre à nu le commerce illicite exercé sur fond d'opérations exercé par certains officiers et dévoiler les fictifs dans la main. Que dire là-dessus? Oui, je pense que l'état de siège quand même a eu à faire du grand travail parce que il y a certains officiers, certaines personnes qui en profitaient pour se faire de l'argent derrière ça. Il y avait un commerce illicite, irrégulier, et aujourd'hui où nous parlons, vous allez voir, même à l'est du pays, l'économie commence à reprendre. Pourquoi? Parce que tout le temps, c'était les déplacements de guerre, déplacements de ceci et de cela. Mais aujourd'hui, où nous parlons, il y a moyen que l'État congolais puisse faire ce que nous appelons la capitalisation de sa richesse. Donc, on est en train de capitaliser la richesse d'une manière tout à fait nationale. Mais ici, il y avait des gens qui se faisaient beaucoup d'argent. Comment expliquer un général qui doit avoir 10, 15 immeubles, madame? Et quand vous regardez les salaires des militaires, avec ce que le monsieur a à son actif, c'est le jour et la nuit. C'est pour cela que nous disons, cette fois-ci, il faut que l'État congolais puisse faire un effort pour que tous les territoires congolais soient contrôlés par la force régulière, c'est-à-dire nos forces d'essai. Et à ce moment-là, ça ne sera pas un manque à gagner pour notre pays, mais plutôt il y aura une plus-value. Madame, vous savez, lorsque on ne sait pas accéder au carré minier qui doivent travailler ou rémunérer et faire entrer des devises dans les trésors publics, mais plutôt ce sont les individus qui s'en servent de ça, et c'est là, bien entendu, par les truchements de certains pays voisins. Et donc, pour nous, c'est un manque à gagner. L'état de siège ici, pour moi, ça doit continuer. Ça doit faire encore son temps pour que nous puissions éradiquer. Non, oui, même s'il faut que nous puissions arriver au 20e mois, madame, nous pouvons y arriver même à la 20e fois. Question que l'on puisse avoir au moins le pouvoir et l'autorité sur nos richesses. Mais moi, je pose la question, madame, pourquoi est-ce que les députés de l'Est s'opposent à ça? Quelque part, moi, je me dis, c'est comme si il y a certains élus de l'Est qui seraient dans cette sale besogne, cherchant à ce qu'il y ait toujours la confusion, les troubles, pour qu'ils puissent en profiter. C'est pour cela que nous disons, il faut que la richesse de la République démocratique du Congo soit partagée d'une manière équitable. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez le temps de travailler pour la République, lorsque vous travaillez pour la République vous doit, et vous devez à la République, c'est le plus important. Vous allez voir, madame Hélas, monsieur Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, lorsque l'on voulait décréter l'état de siège, il est allé plus loin pour dire, il y a même certains députés que nous allons citer nommément avec mon président Jean-Marc Kaboun. Oui, vous voyez, dit, on attend toujours cette liste-là qui n'arrive pas. Vous savez, madame, la diplomatie aussi joue un rôle très pondérant et très important. Lorsque l'on dit, il y a certaines personnes qui sont avec nous ici, qui nagent à contre-courant par rapport aux intérêts de la République, et nous allons citer leurs noms, ces gens-là, madame, qu'on n'aille pas citer les noms, ils vont se rétracter. Pourquoi? Parce que, en tout cas, nous sommes amis, on nous a découvert. Donc, moi, je pense que au niveau où nous sommes arrivés, il faut que les élus de l'Est, pas seulement les élus de l'Est, parce que lorsque on est élu, on a les mandats nationaux et non les mandats provinciaux ou soit d'un coin quelconque. Donc, nos élus doivent aider la République à ce que l'état de siège puisse faire son travail, et aussi bien, madame, le général gouverneur que l'on a, ou les généraux gouverneurs qu'on a envoyés de l'autre côté, je pense à un certain moment, il doit y avoir aussi une évaluation pour voir de là où ils ont commencé à travailler. Aujourd'hui, l'état de siège est évalué à combien de pourcentage en termes, bien entendu, des morts, des tracasseries et autres. À ce moment-là, il y a des techniques, il y a des stratégies que l'on doit donner pour que cela soit peaufiné afin que nous puissions avoir 0 mort par jour. Et c'est là,
fera de la joie à nous, peuple congolais. Nos populations de l'Est doivent savoir que nous sommes avec elles. Nos populations de l'Est doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. Nous plairons parce que les sangs qui coulent à l'Est du Congo, c'est le sang qui est dans les Bas-Congo, c'est le sang qui est dans les Grands Katanga, c'est le sang qui est au Kasaï. Nous voulons à ce que nous puissions collaborer. Et aussi, madame, nous avions parlé de députés nationaux, nous avons parlé des autorités de l'Est, parlons-en aussi de la population elle-même de l'Est. Elle doit collaborer avec les autorités pour au moins dénicher partout où la force du mal se cache. Et à ce moment-là, je pense, on aura quand même eu à travailler, à participer pour le changement et la paix dans notre pays. Bon, alors, dans ce terrorisme, ça c'est le terme qui est employé depuis, hein, pour cette guerre qui est à l'Est, c'est du terrorisme, puisqu'on cite le Daesh, RDC, donc les AFDEL et tout ça. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Les ADF, oui, voilà. Alors, AFDEL aussi fait partie de là? Oui, c'est un lapsus. Non, les ADF. Oui. ADF, voilà, les ADF. Alors, on ne parle plus de ces mutuelles, c'est quoi? On ne parle plus de ces... Non, de ces firmes étrangères, justement, qui ont profité de ce chaos pour nous extraire. Maintenant, c'est le regard est ailleurs. Est-ce que ça a changé, il faut dire, de ce côté-là? Ce ne sont plus les firmes étrangères qui viennent pour soutirer nos minéraux. Qu'on se dise, ces coins de la RDC, c'est un coin à plusieurs problèmes. C'est un coin où la problématique n'est pas seulement sécuritaire. J'ai aimé la fois passée, j'ai vu la représentante de la MONUSCO qui est partie voir le ministre des Affaires foncières. C'est parce qu'aussi il y a des questions foncières ou démographiques aussi qui posent problème. Donc, alors, que ce soit cette question, que ce soit les multinationales, chacun tire la ficelle de son côté. Parce que c'est un coin fertile d'abord, c'est un coin fertile, c'est un coin où il y a beaucoup de minéraux, c'est un coin stratégique. Et c'est pourquoi toutes les guerres d'ailleurs que les pays ont connues commencent toujours par là. Alors, c'est pourquoi tout le monde s'intéresse à cela. Donc la question de l'Est doit être résolue à plusieurs niveaux. C'est-à-dire de voir, l'aspect des multinationales, qu'est-ce qu'ils cherchent, l'aspect des voisins, parce qu'on connaît quand même les pays voisins où la démographie est assez élevée. Alors, ils cherchent là où déverser cette population pour qu'ils traversent. On doit voir aussi à l'interne ici, les complicités ici à l'interne, qui sont les vrais tireurs de ficelles, soit au sein de la population, soit au sein de l'armée, soit au sein de nos dirigeants. C'est pourquoi je suis parmi ceux qui encouragent quand même un boss de dénoncer les noms qu'il détient. S'il y a réellement des complicités au niveau des députés nationaux dont il est gestionnaire, qu'il puisse mettre ces noms à la disposition de la justice pour qu'ils soient châtiés, qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Parce que nous ne pouvons pas commencer à sacrifier. Ou bien moi je peux me dire que finalement c'était prêcher le faux pour avoir le vrai, hein. Vous savez, en psychologie c'est comme ça. Je vous dis par exemple, oui, oui. on m'a dit que tu as dit ça sur moi. Oui. C'est justement pour avoir votre réponse et pour prêcher le faux pour avoir le vrai. Voilà, peut-être. Soit c'était une technique socratique pour faire dire la vérité. Je ne fais pas non plus son porte-parole. Hein. Je me dis que chacun en prononçant ses mots, il doit assumer. Ouais. Soit c'était une ironie ou une malédique pour pousser ces gens à dire, à se sentir indexé, oui, et qu'il s'enflamme. Bon, mais je crois qu'une autorité de son niveau ne peut pas dire les choses comme ça, du blabla. Il doit avoir des preuves, soit il doit avoir l'information dont la justice a besoin. Alors, au sein de l'armée, c'est là où il y avait un grand problème aussi. Oui. C'est là où il y avait un grand problème au sein de l'armée, au sein des services de sécurité. Parce que ce sont les gens qui ont trouvé gain de cause. Vous vous rappelez la mort suspecte du général Mamadou Dala, oui, dont certaines opinions disaient que c'était sur base de carburant, hein, ils se sont chamaillés. Bon, ça, ce sont des suppositions, je ne sais pas si c'est vrai. Mais dis-moi, ça te montre que tout le monde tire sa ficelle de son côté. Il tire profit. C'est pourquoi la guerre ne doit pas cesser. Le chef de l'État avait promis quand même, durant sa campagne, qu'il ira installer son état-major, sa résidence là-bas. Peut-être aussi ça peut changer de paradigme, on ne sait pas. Si le chef de l'État y est, oui,
pendant un long moment et qu'il y amène peut-être l'état-major, peut-être qu'il y aura au moins une façon de contrôler. Il y était déjà. Il y était, mais pour quelques jours. Non, il a fait au moins 2 semaines, c'est beaucoup. Semaines, Vous savez, dans une zone de guerre, non, mon cher ami, dans une zone de guerre, les présidents de la République se déplacent, faire 2 semaines là-bas, c'est beaucoup. Ce n'est pas Nous ne pouvons que... Il s'est limité. Le chef de l'État... Vous voulez le voir, sa présence là-bas. Même peut-être 3, 4, 5 mois. Et en tant que président de l'Union africaine, comment il fera pour ses déplacements Comment il fait quand il est à Kinshasa, il prendrait... Mais moi, je pense que mon cher ami Thierry, il ne faut pas seulement dire que les présidents ont fait 3 mois là-bas. Les présidents de la République, tout en étant à Kinshasa, il suit de près, tout en étant à Kinshasa, il suit de près ce qui se passe à l'est du pays et ce qui se passe sur toute l'étendue de la République. Et donc, moi, je dis ceci, il n'y a pas seulement à l'est du pays où il y a l'insécurité, il y a aussi ailleurs, il y a de l'insécurité. Non, les pouvoirs du président, les pouvoirs du président, mais il y était, mon cher, il a fait 2 semaines, vous voulez quoi encore? Il y était, il a fait 2 semaines. Il y était, il a fait 2 semaines. À Kinshasa, on savait qu'il y avait ces fictifs. Il n'en avait pas. Il y était, il a fait 2 semaines, mon cher. Il a palpé les réalités. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire ici à Kinshasa. Les chefs, d'ailleurs, c'est ça le modèle d'un bon chef. Qui ne doit pas seulement se contenter du bureau. C'est pour cela qu'il est sur le terrain, il était là-bas à l'Est. Oui. Mais ne demandez pas qu'il puisse aller faire 3 mois là-bas. 2 semaines, c'est insignifiant quand même. Non. C'est son président. Hein, moi, je pense que c'est le président de la République. Même 2 jours, c'est beaucoup. Mais il en a fait 2 semaines. S'il vous plaît, maître. C'est le président de la République. Et la population qui est meurtrie à l'Est du pays, c'est la population congolaise. Même s'il faille qu'il lui fasse 2 ans, nous ne voyons pas le mal. Pourvu que la population sente que notre père est avec nous. Mais les gouverneurs, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les gouverneurs, c'est le bras allongé du chef de l'État. Et le fait que le chef de l'État soit sur place, ça n'empiète en rien les prérogatives reconnues aux gouverneurs. Seulement, oui, parce que ma question, c'est de savoir, insécurité à l'Est, insécurité à Kinshasa, avec des enlèvements et tout ça. Bon, il n'est pas omniprésent. Vous lui demandez d'être... J'aimerais savoir. La gestion de la chose publique n'est pas personnelle, n'est pas liée à la vie d'une personne. C'est à la vie des institutions. Le chef de l'État est déjà omniprésent dans toutes les provinces par les truchements de gouverneurs de provinces et autres responsables. Alors, mais maintenant, vous je ne me contredis pas. Oui. Je ne me contredis pas. Mais seulement, la situation à l'est du pays, c'est une situation qui sort de l'ordinaire. Parce qu'il y a la population qui est meurtrie, délaissée. L'autorité de l'État à l'est du pays n'est pas établie. Elle souffre. C'est pourquoi les gens qui aiment le pays, le Congo, ne doivent pas être allergiques au fait que les gens disent que le chef de l'État peut rester à l'Est même pendant 5 ans. Non. Ils doivent comprendre que c'est le chef de l'État. Quand il a prêté serment sous les drapeaux, c'est pour mourir pour les drapeaux. C'est pour vivre pour les drapeaux. C'est pour vivre pour ses compatriotes. Ne soyez pas allergiques. Le chef de l'État n'a pas prêté serment pour mourir. Ne soyez pas allergiques. Lui-même, il a parlé de sa mort. C'est juste pour ça que nous avions refusé cela. Ah, vous avez refusé. Les peuples congolais ont refusé cela. Ça, c'est de l'allergie. Non, les peuples congolais ont refusé. C'est de l'allergie que vous devez vous défaire avec. Loin de là, nous disons il n'a pas jamais le fait que nous souhaitons que le chef de l'État aille s'installer à l'Est, même pour 2 ans ou 3 ans, ce n'est pas vouloir le mal pour le chef de l'État. C'est d'ailleurs pour convaincre aussi l'électorat de l'Est là que je suis votre chef, je suis là pour vous, et la façon de séduire. Il ne faut pas, pour nos frères d'élus de presse, être allergique pour le... on n'est pas allergique, mais c'est nous raisonnons et nous réfléchissons. Moi, je pense qu'on doit quand même avoir des égards en se parlant. On ne doit pas... Mais quand toi, tu parles d'allergique, là, personne n'est écoute. Mais il y a aussi de l'élégance en gérant la parole et la façon de faire. Très important. C'est son temps de la parole. Être allergique, ce n'est pas, en ce que je sache, ce n'est pas de l'insulte. C'est seulement le fait d'être intolérant quand on dit que le chef d'État doit s'installer à l'Est. Qu'est-ce que vous insinuez de mal pour le fait du chef d'État de s'installer à l'Est? Non.
Le chef de l'État, c'est le chef de tout le monde. C'est le chef d'État de tout le monde. Il a été élu par la population de l'Est. En 2023, il aura besoin de l'électorat de l'Est. Nous applaudissons qu'il soit parti là-bas, il l'a fait. Il avait promis, il a réalisé sa promesse. Mais nous estimons que c'est insuffisant. Il doit rentrer là-bas. Il doit même établir son état. Il doit gérer même la République à partir de l'Est de la RDC. Cela ne viole pas la Constitution. Cela n'énerve personne. Et surtout, un patriote ne peut pas être énervé pour la population de l'Est. La population mérite l'attention de toute la République. Elle doit être considérée, elle doit être encouragée, elle doit être protégée. Inaïcha, l'émission est finie. Non, j'ai la parole, madame. Monsieur, c'est moi qui dirige le débat, s'il vous plaît. L'émission est finie. Merci, Félix Kaimbe. Mais moi, je pense que les gens ont parlé, je devais quand même intervenir là-dessus. Tout en disant que le président de la République était à l'est du pays. Il a fait des semaines à l'est du pays. Il ne faut pas demander au président d'aller rester là-bas longtemps pour assurer son électorat. Tout en étant à Kinshasa, il travaille pour l'Est du pays, il travaille pour la population qu'il a élue à l'Est et il assure son électorat. Et on ne travaille pas pour un peuple pour assurer l'électorat. On travaille pour son peuple parce que c'est le devoir, c'est sa mission. C'est ça le rôle d'un président de la République. Dire que le président de la République doit aller à l'Est pour assurer son électorat. Là, c'est mal fait la politique. Accordement c'est mal fait. Monsieur, tu viens de le dire. Vous parlez beaucoup. Non, vous avez retenu que c'est oui, je dis cela. Il ne faut pas mentir aux gens que le président de la République doit aller à l'est du pays pour avoir l'électorat. Le président est là pour gérer le pays, pour sécuriser les gens. Voilà, monsieur. Le chef de l'État doit aller là-bas. Pas question de Mobutu, monsieur. Le président était à l'est, il a fait des semaines. Ne lui demandez pas d'aller faire autant de jours là-bas. Parce que quand il n'était pas encore parti, vous disiez ici, le président n'est pas parti. Maintenant que le président est parti, donc il rentre encore qu'il fasse encore 5 semaines. Je reprends la parole. Mais il y était, monsieur, vous voulez quoi? Vous avez notre carte ou quoi? Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, je reprends. Puis-je reprendre la parole? Puis-je reprendre la parole? Alors, Félix Tshisekedi est comme cet enfant, ce bébé qu'on a présenté au roi Salomon. Deux femmes qui se disputaient. L'une disait c'est le mien, l'autre disait c'est le mien. Alors, le roi Salomon a décidé de diviser cet enfant en deux. Et la vraie mère s'est écriée, c'est bon, laissez-lui l'enfant. C'est moi la vraie mère. Et la population congolaise. Attention, c'est la population congolaise, c'est la vraie mère qui dit non, qu'il reste vivant. La population congolaise entière. Alors, nous déduisons que, et là nous déduisons que les chefs de l'État n'est pas les chefs de la population. La population congolaise dit, monsieur, la population de l'Est fait partie de la population congolaise. Alors, ça fait partie, les chefs de l'État doivent s'installer là-bas. Partie de la population congolaise. Et la population congolaise entière dit, nous voulons. Et by le rêve, merci Rigen, merci Député Chokabasele pour cette émission et merci à vous Monsieur Terry, merci Maître Daniel, merci Félix. Merci Madame Lilas. On se retrouve lundi, mais pendant ce week-end, vous aurez en réduction cette émission qui commence déjà dès aujourd'hui à 21h30. Aujourd'hui.